Le prix Nobel alternatif Yacouba Sawadgo est rentré de la Suède où il a reçu sa distinction. Après avoir été accueilli par une délégation gouvernementale, il a aussitôt été reçu par le président du Faso. Ambiance et réactions à suivre dans ce journal. Et puis la coordination nationale des syndicats de l'éducation annonce la suspension des évaluations jusqu'à nouvel ordre. La CNSE dit son désaccord sur la façon dont le gouvernement met en œuvre l'accord signé avec la coordination. Le point de la conférence de presse à suivre dans quelques instants, de même que la réaction du gouvernement qui a sorti un communiqué ce soir. Et puis, ces images d'une opération coup de poing pour mettre fin au phénomène des habitations spontanées. La scène se déroule au secteur 29, arrondissement 7 de la ville de Bobo-Dioulasso. La mairie a décidé de la destruction de ces habitations spontanées après plusieurs sorties de sensibilisation. Le constat à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que c'est parti pour la COP24 qui se tient cette année à Katowice en Pologne. La conférence des parties sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a débuté ce 3 décembre. La conférence réunit les représentants de 197 pays qui vont échanger durant 2 semaines. Le Burkina Faso y est présent avec une délégation forte d'une 60aine de personnes. Karim Ilboudo et Ibrahim Sanou. 197 pays prennent part à cette 24e conférence des parties sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Avec une délégation forte d'une 60aine de personnes, le Burkina Faso va négocier aux côtés du groupe africain des pays les moins avancés et du G77 plus la Chine. Pour le Burkina Faso, nous pensons effectivement que le premier élément, c'est d'arriver justement à ce que cette COP-là puisse adopter de façon claire les règles, les modalités et les procédures pour une opérationnalisation de l'accord de Paris. Notamment, c'est de voir effectivement comment tous ces fonds qui peuvent être mis en œuvre pour nous permettre de travailler vers l'atténuation, l'adaptation au changement climatique, comment on peut accéder à ces fonds. En plus de ces fonds, le Burkina compte échanger avec ses partenaires sur la question du transfert des technologies et également nouer des partenariats. Nous avons dans la délégation les acteurs de l'État, nous avons le secteur privé, nous avons les ONG qui sont là. Et la COP offre une opportunité effectivement de pouvoir rencontrer des partenaires à tous les niveaux pour essayer de voir comment on peut ensemble avancer vers l'objectif qui est de réduire les effets du changement climatique. Voilà, dans l'actualité ce soir, dans le milieu éducatif, les évaluations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'annonce est faite par la coordination nationale des enseignants de l'éducation. La CNSE dit s'opposer à la façon dont le gouvernement met en œuvre l'accord signé avec la coordination en janvier 2018. L'essentiel de la conférence de presse avec Pascal Kani. 11 mois après la signature du protocole d'accord avec le gouvernement, la coordination des syndicats de l'éducation revient à la charge. Elle estime que le gouvernement traîne le pas dans la mise en œuvre de l'accord. La pomme de discorde réside surtout dans le statut valorisant de l'enseignant. La coordination n'est ni d'accord avec son contenu, encore moins avec la démarche. Ce que le gouvernement nous propose sur la question ne prend pas en compte l'ensemble des acteurs sur le terrain. Et c'est l'un des éléments sur lesquels nous ne sommes pas entendus. Ils viennent tout nous proposer un échelon de plus et c'est ce qui change dans l'évolution, dans ce qui avait été donné depuis Koudougou. Et sans nous informer qu'ils allaient échanger avec l'opinion publique, ils sortent avec leurs propositions que nous venions de prendre pour analyser, pour étaler, pour dire non, c'est ce que le gouvernement accorde. Est-ce à dire qu'on nous impose ce statut ou bien c'est dire que c'est consensuel? Pour manifester son mécontentement, la coordination nationale des syndicats de l'éducation annonce à travers cette conférence de presse la suspension jusqu'à nouvel ordre des évaluations. Cependant, les responsables de la coordination se disent prêts pour d'autres rounds de négociations et refusent d'ores et déjà de parler de menaces d'année blanche.
À présent, ce communiqué du gouvernement relatif donc à cette situation, faisant suite aux réponses du gouvernement aux propositions du comité bipartite de rédaction d'un projet de statut valorisant des personnels de l'éducation, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, lors de sa conférence de presse tenue ce 3 décembre 2018, a appelé ses militants à suspendre toute forme d'évaluation de l'année scolaire 2018-2019 pour compter du lundi 3 décembre 2018. Le gouvernement tient à rappeler les obligations que la réglementation met à la charge des personnels de l'éducation et les conséquences qui résultent de leur méconnaissance. Relativement à l'exercice de leurs fonctions, l'article 40 de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État prescrit que le fonctionnaire est tenu de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à l'exercice de son emploi, d'être présent à son service pendant les heures légales de travail et d'accomplir par lui-même les tâches qui lui sont confiées. Les tâches dévolues au personnel de l'éducation sont définies par la loi numéro 013-2007 AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation et concernent notamment les obligations d'être présent au poste pendant les heures légales de travail, de procéder périodiquement et de façon continue à des contrôles de connaissances des apprenants et de porter les résultats de ces contrôles à la connaissance des apprenants, des parents et des autorités administratives et politiques. L'accomplissement de ces obligations donne droit, après constatation du service fait, à la rémunération de l'agent public. Article 36 de la loi 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant donc statut général de la fonction publique d'État en article 92 du décret numéro 2016-598 presse PM Minefid du 8 juillet 2016 portant un règlement général sur la comptabilité publique. L'inexécution partielle ou totale de ces obligations par l'agent public constitue une faute professionnelle grave. Par conséquent, le gouvernement invite le personnel enseignant et d'encadrement au respect strict de ces prescriptions légales. Le gouvernement reste ouvert au dialogue pour un bon déroulement des évaluations et une année scolaire 2018 à 2019 apaisée. Suite de ce journal, procès du putsch de 2015, ce lundi, le général Gilbert Diendéré était à son 5e jour d'audition. Confronté au rapport d'expertise téléphonique, il rejette le dit rapport et dénonce son caractère impartial, son caractère partial. Le compte rendu complet avec Soubavier David Abiré et Draman Guédé. Deuxième semaine d'interrogatoire du général de brigade Gilbert Diendéré, toujours pas de nom sur le commanditaire du putsch. L'interruption du Conseil des ministres et la séquestration des autorités de la transition ont été faites par des soldats du RSP le 16 septembre. Ce n'est que le 17, un jour après l'action, que le plus haut gradé du RSP, le général Diendéré, prend ses responsabilités pour, dit-il, combler le vide au sommet de l'État. Je n'ai ni donné des ordres, ni posé des actes. J'ai assumé, précise le général. Le parquet poursuit en évoquant le rapport d'expertise téléphonique. Là, le général met en garde. Je ne reconnais pas le travail de l'expert. Je connais très bien Younoussa Sanfo pour avoir eu à travailler avec lui plusieurs fois. Je sais de quoi il est capable. Le parquet lit toujours les messages comme celui-ci, issu du téléphone du colonel-major Bourema Kéré à la date du 29 septembre qui inciterait à la résistance. Le RSP, unité d'élite du Burkina, est prête à l'ultime bataille. C'est un message que nous avons tous reçu, mais nous n'avons jamais su qui l'a envoyé, répond l'ex-chef du CND. Il se justifie. Le 19 septembre déjà, j'avais pris l'engagement devant les chefs d'État de la CEDEAO de remettre le pouvoir aux autorités de la transition. Donc, il n'était pas question de résistance après cette date. Tous les messages que je recevais après cette décision, c'étaient des messages d'encouragement et de soutien dans le sens de ma nouvelle position, précise le général. Et on en vient aux appels téléphoniques avec des correspondants ivoiriens, togolais et sénégalais. C'est en ce moment que le parquet parle de trahison et d'intelligence avec des forces étrangères, en ce que les messages font état de soutien divers, d'envoi de combattants et même d'exfiltration. Le général s'explique. J'ai échangé avec beaucoup de personnes à l'étranger, mais c'est juste pour me demander l'état d'avancement des négociations de sortie de crise. Ces 4 avocats qui ont pris la parole ont embouché la même trompette que l'accusé,
L'expertise téléphonique n'est pas faite dans les règles de l'art. Voilà, je vous le disais en titre, il fait la fierté de tout un peuple suite à sa distinction comme prix Nobel alternatif. Yacouba Sawadgo, qui s'est engagé dans le combat contre la désertification et dont le travail est reconnu à l'international, est rentré ce soir de la Suède. Accueilli à l'aéroport par des membres du gouvernement, il a par la suite été reçu par le chef de l'État. Voyons cela avec Konsun Koulibaly et Vincent Tchendrebego. Le prix Nobel alternatif au palais de Kosiam. Sitôt rentré de Stockholm, en Suède, Yacouba Sawadgo est allé présenter son prix au président du Faso. Et Rochma Christian Kabouri de féliciter celui qui fait aujourd'hui la fierté de tout le Burkina Faso. Il a planté de ses propres mains près de 27 hectares de forêt dans une zone quasiment désertique qui montre aux yeux du monde et aux yeux des Burkinabés que la lutte contre la désertification n'est pas un vain mot. C'est un exemple, non seulement pour nous, mais pour tous les pays sahéliens, de cette possibilité qu'il y a de lutter contre la désertification. Et je dois noter que c'est un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la Révolution qu'il travaille dans ce sens. Ça veut dire qu'il a bien écouté les mots d'ordre, et il a travaillé avec beaucoup de conscience. Et nous devons féliciter M. Sawadgo Yacouba pour cet engagement et cette détermination. Pour le lauréat, son souci désormais est de pouvoir former et de susciter les jeunes à la sauvegarde de l'environnement. Chaque jour, nous avons des jeunes qui viennent apprendre nos techniques. Les apprenants viennent du Mali, du Niger et même du Sénégal. Mon souhait, c'est d'avoir une école de formation. Pour cela, tout soutien est le bienvenu. C'est à 16 heures que Yacouba Sawadgo est rentré à Ouagadougou après quelques 2 semaines en Suède, où il a reçu son prix le 23 novembre. Il est accueilli à l'aéroport par les ministres de l'Environnement et de l'Agriculture. Vous le savez déjà, après le centre-sud, c'est la région du centre-est qui accueillera les festivités du 11 décembre en 2019. En termes d'infrastructures, ce sont près de 50 km de routes qui seront réalisées dans les différents chefs-lieux des provinces. Le ministre des Infrastructures en a parlé avec les forces vives de la région du centre-est. Le point des échanges avec Idrissa Warga et Adama Koulibaly. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, face aux forces vives de la région du centre-est. En ligne de mire, les routes à bitumer dans le cadre du 11 décembre 2019 qui va abriter cette région. En tout, près de 47 km de routes urbaines sont prévues. Nous ferons 5 km à Ouargaï et 5 km à Koupéla. Et pour ce qui concerne Tenkodogo, nous avons reçu une liste de rues d'un linéaire total de 49 km et nous leur avons demandé de prioriser donc cette liste pour nous permettre, en fonction du budget que nous avons, de pouvoir faire le maximum. La route Guiba-Garango, pour réduire la distance Ouaga-Lomé, est aussi inscrite dans les réalisations effectuées. Nous avons saisi également cette occasion pour donner les informations relatives à la route Guiba-Garango, dont la revue des études est présentement achevée, pour nous permettre donc d'ouvrir la phase de la sélection des entreprises. Donc ces travaux démarreront effectivement aussi en 2019. De la même manière également, nous avons donné des informations sur la route Tenkodogo, Ouargaï, Sanga, frontière du Togo, dont les études sont aussi achevées. Des échanges avec les forces vives qui ont permis de lever certains équivoques et de prendre en compte les préoccupations des populations, premiers bénéficiaires. Aussi, les populations ont souhaité le prolongement de la double voie jusqu'à la sortie de la ville de Tenkodogo, route de Bitou. Ce chiffre à présent, 2629 milliards ont été mobilisés comme ressources internes pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est une somme en deçà des attentes puisque les prévisions s'élèvent à 3056 milliards de francs CFA. Et pour combler le gap, le ministère de l'économie, des finances et du développement a initié un cadre de dialogue afin de prospecter d'autres sources de financement. Paul David Bambara et Olopoda.
1350 milliards de francs CFA, c'est l'ensemble des recettes mobilisées à la date du 30 novembre 2018 pour une prévision révisée de 1503 milliards de francs CFA. Un résultat rendu possible grâce aux premières autorités du département en charge de l'économie qui ont entrepris un certain nombre de réformes pour plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources pour le financement des projets et programmes de développement. L'adoption de la loi sur le pilotage et la gestion du développement. Il y a également l'adoption de la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire. Désormais, il n'y aura plus de comité de pilotage par projet, mais un comité de revue pour un groupe de projets et programmes. Face à l'insuffisance de l'aide publique et au regard des ambitions affichées au profit des populations, 270 administrateurs du département de l'économie, des finances et du développement sont ici conviés pour explorer les voies et moyens de mise en œuvre de financements innovants afin de poursuivre les investissements prévus dans le cadre du PNDS. La présidence du FASO, à travers le Centre national des archives, a initié une conférence publique sur la classification des ethnies par les colonisateurs. Ceux qui y ont pris part ont été édifiés sur la stratégie du colon pour gérer les territoires de la Haute-Volta. Cette conférence rappelle aussi l'importance des archives dans la construction de l'histoire des peuples. Roger Bembamba et Pascal Kané. Du type d'État qui existe, l'historien Magloire Sommet décortique la stratégie du colon pour administrer les territoires africains conquis. Selon le professeur, le colonisateur a utilisé la théorie jacobine essentiellement basée sur la centralisation du pouvoir pour administrer ces territoires. Pour cela, le gouverneur général Angoulva a instruit ses gouverneurs d'utiliser les facteurs culturels pour regrouper les populations. Or, des travaux tels que les travaux de Delafosse, Maurice Delafosse sur le Haut-Sénégal-Niger, les travaux de Louis Toxier sur le Nord du Soudan ont montré qu'il y a des formes d'unité culturelle en Afrique de l'Ouest. De nos jours, ces regroupements ou classifications des ethnies de la Haute-Volta constituent un avantage certain pour l'administration publique burkinabé. Quelque part, cette classification coloniale a arrangé certaines populations parce que quand on parle des populations Gouroussi, et que les Gouroussi expriment plus ou moins le sentiment d'appartenance au groupe Gouroussi, c'est quelque chose de positif, quelque part. Même si, scientifiquement, on trouve qu'il y a des nuances entre les différents groupes Gouroussi. Il y en a de même des Bobos, des Lobis, des Sunufou, etc. Donc ce regroupement, qui a permis de formuler la politique coloniale, ce regroupement a permis à ces populations de se reconnaître appartenant à un même foyer culturel. En organisant cette conférence publique, le Centre national des archives veut valoriser ses fonds documentaires, montrer que les archives sont toujours vivantes à condition de savoir les exploiter. Les associations, ONG et autres acteurs privés intervenant dans le domaine de la santé se concertent pour plus d'efficacité dans leurs actions. Et c'est à l'occasion des 7e journées communautaires débutées ce lundi à Ouagadougou. Les échanges portent sur les droits humains et le genre dans la prise en charge de certaines maladies. Des précisions avec Konsun Koulibaly et Zalissa Sanfo. C'est une mobilisation communautaire pour une meilleure santé des communautés au Burkina Faso. ONG, associations et partenaires œuvrant dans le domaine de la santé, partagent ici leur expérience pour prévenir et lutter contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et pour promouvoir aussi la santé sexuelle et reproductive. Ce sont des moments de réflexion aussi où le genre et les droits humains dans la promotion de la santé seront sur la table. La société civile veut une feuille de route qui guidera ses actions en matière de santé en 2019. C'est comme une conférence internationale en quelque sorte au Burkina Faso qui vient de commencer sur les enjeux liés au paludisme, les enjeux liés à la tuberculose, le VIH et les questions de la SR. On va retenir le meilleur SARS-CoV. Si on retient le meilleur SARS-CoV, c'est ça que nous allons travailler sur ça. Une feuille de route pour faire baisser la fièvre de ces maladies. La société civile demande aussi un accompagnement de l'État, surtout dans un contexte où la mobilisation des ressources financières
reste la principale difficulté. Nous signons des conventions avec l'ensemble des associations, l'ensemble des ONG pour faciliter leur reconnaissance sur le terrain et les accompagner techniquement aux besoins. Malheureusement, l'État n'a pas beaucoup de ressources pour accompagner le monde communautaire, mais nous allons travailler à jouer notre partition. C'est la 7e fois que des journées communautaires de la société civile sont organisées au Burkina Faso, mais toujours avec la même ambition, promouvoir la santé et l'accès à des soins de qualité pour tous. Une soirée de collecte de fonds pour la prise en charge des personnes souffrant de maladies rénales dans la région des Hauts-Bassins. Cette soirée est organisée par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel en Afrique et la promotion de la transplantation. Avec les fonds collectés, l'association compte accompagner les malades qui font face à la cherté de la dialyse et des médicaments. Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Ce dîner gala est un prétexte pour collecter des fonds et doter la ville de Bobo Dioulasso d'un 2e centre de dialyse et de transplantation rénale. L'initiative est de l'Association pour l'utilisation du rein artificiel en Afrique et de la promotion de la transplantation ORAF. La réalisation de ce projet va contribuer à l'amélioration de l'offre de soins des personnes souffrant de maladies rénales dans la région des Hauts-Bassins. Nous avons tout, il nous manque que le traitement d'eau. Le traitement d'eau au jour d'aujourd'hui coûte entre 90 et 100 millions. Nous avons les générateurs, nous avons les lits, nous avons les personnes compétentes pour le faire. Il nous manque que le traitement d'eau et bien évidemment la rénovation de l'appartement pour que ça soit adaptable à ce centre. L'initiative est accompagnée et soutenue par les autorités administratives de la région et la réalisation de ce 2e centre est prévue pour 2019. Autre point de l'actualité, le conseil municipal de Fada a organisé une rencontre sur le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité et la criminalité transfrontalière. Thème de cette rencontre, jeunesse, insécurité et développement local. Il est également attendu de ces jeunes une meilleure participation à la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Seydou Nikiema, Dadi Banga et Mahamadi Ouedraogo. Une journée dédiée à la jeunesse de Fadangourma pour inciter les jeunes à une participation citoyenne au développement local. Il s'agit de permettre à ces jeunes de mener des réflexions approfondies sur des sujets de développement et des stratégies de renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Il va y avoir des échanges entre le conseil municipal et sa jeunesse pour que dans les politiques de développement qui sont les nôtres, les préoccupations de la jeunesse qui représentent 65% de notre population puissent être prises en compte dans son intégralité et se projeter ensemble dans l'avenir en espérant avoir donc l'accompagnement de la jeunesse pour les projets de développement de notre commune. Jeunesse, insécurité et développement local, c'est le thème central retenu pour cette journée de partage d'expériences. Nous faisons face à une insécurité particulièrement dans la région de l'Est où nous voyons que ceux qui nous agressent, ce sont des jeunes. Il faut donc que nous puissions échanger ensemble pour exprimer à la jeunesse l'attente de la nation. Un jeune ne peut pas se permettre de se lancer dans une telle aventure contre son pays. On ne peut pas parler de développement dans un contexte d'insécurité. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves dans un contexte d'insécurité. Une invite est ainsi faite aux jeunes de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité afin de barrer la route aux forces du mal dans la région de l'Est. Le conseil municipal a, dans le cadre des activités de cette journée, procédé à l'inauguration de ce centre de dialogue et d'écoute pour jeunes de Fadangourma. Et justement, face aux attaques terroristes, comment faut-il communiquer et donner la bonne information aux populations? Les ficelles du traitement de l'information sur le terrorisme sont expliquées à des journalistes de la radiodiffusion télévision du Burkina. La formation qui se tient à Kourgou est une initiative de la Direction générale de la RTB. Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Les ficelles du traitement des informations sur le terrorisme. C'est le thème retenu pour renforcer les capacités de 20 journalistes de la RTB, radio-télé et des directions régionales de la RTB2. Initié par la Direction générale de la RTB,
Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de maîtriser les enjeux de la communication dans un contexte de terrorisme. Quand il y a des attentats terroristes, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'il faut filmer? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer? Donc, pour ne pas faire le jeu des terroristes, pour ne pas envenimer une situation, je crois que la formation est déterminante. Une formation dispensée par un commissaire de police et deux journalistes africains spécialisés dans les questions de terrorisme, notamment Serge Daniel, correspondant de RFI et de France 24 au Mali. Leur expliquer d'abord ce que c'est que le terrorisme, comment ça se manifeste, comment les terroristes font des opérations militaro-médiatiques, parce que ce qui est important pour un terroriste, un djihadiste qui commet un attentat, c'est de pouvoir l'exploiter de manière médiatique, ça c'est très important, les revendications, mais surtout comment traiter tout cela, rester journaliste sans faire la publicité des terroristes. Il s'agit au cours de cette formation de montrer comment les deux acteurs, à savoir les forces de défense et de sécurité et les journalistes, comment ils peuvent agir ensemble sur le terrain sans pour autant se piétiner les uns les autres. Cette formation qui se tient à Koudougou et qui va durer 3 jours est assurée par le cabinet Excel Consulting. Elle va permettre aux journalistes de mieux couvrir les événements sur le terrorisme. Autre titre de l'actualité, les habitants des maisons spontanées du secteur 29 de la commune de Bobo-Dioulasso ont vécu une matinée pas comme les autres ce 3 décembre. Ils ont assisté à la destruction des habitations spontanées, une action entreprise par la mairie après plusieurs sorties de sensibilisation. La mairie passe ainsi à une vitesse supérieure dans l'espoir de mettre fin au phénomène. Le constat avec Manekayen, Sri Kimilogo et Kadou Romenki. Il est 6 heures. La pelle chargeuse et le bulldozer sont en action. C'est une opération coup de poing qui est lancée. D'un côté, les habitants de la périphérie du secteur 29, communément appelé Belleville, et de l'autre, les autorités du 7e arrondissement accompagnées de la police. C'est notre façon d'interpeller aussi tout un chacun qui veut s'adonner à cette pratique-là d'arrêter. Nous n'allons plus tolérer ces genres de situations dans notre arrondissement. Ça fait plus de 2 ans que nous communiquons et je pense qu'il est temps de passer maintenant aux actes sur le terrain. Ma surprise a été vraiment grande de constater en tout cas ces dégâts. Vraiment, je n'ai pas de mots. Ça me dépasse. Ça me dépasse, franchement. Une opération engagée par le maire du 7e arrondissement après des séances de sensibilisation infructueuses. Et il promet qu'il en sera ainsi désormais partout où ces genres d'habitats verront le jour. Il faut qu'on puisse rétablir l'autorité de l'État. Les gens veulent le changement, mais personne ne veut changer. Est-ce qu'on doit fermer les yeux et continuer dans l'anarchie? Je dirais non. De toute façon, pour une ville responsable, on ne saurait tolérer ça. Et si aujourd'hui on tolère, évidemment, c'est les populations et même les générations à venir après nous, en tout cas, vont nous en vouloir sérieusement parce que l'aménagement du territoire, ça respecte les règles et il faut suivre ces règles. Force doit rester à la loi. Le maire de l'arrondissement 7 invite les occupants des autres espaces non destinés au logement à se conformer aux textes en vigueur pour éviter de pareilles situations. Cet habitat, lui, a été construit dans les règles de l'art et dans le respect de la tradition des Kassena. Je vous amène à la découverte du Palais Royal de Tibélé, une œuvre atypique qui force l'admiration. Ce palais résume le savoir-faire de toute une communauté en matière d'architecture et de peinture murale. Nous y faisons un tour à travers ce dossier de Nongba Kouda et Aruna Mari. C'est une œuvre d'art unique dont la renommée transcende les frontières du Burkina Faso. Le Palais Royal de Tébélé, c'est cette architecture singulière, symbole de l'identité culturelle de la communauté Kassena. À l'entrée de cette cour, vous avez là, par là, des pierres sacrées qui représentent des trônes pour les différents petits chefs. Parce que dans chaque petit village, il y a un représentant du roi. Et lors des réunions,
Chacun des chefs là, c'est là où il doit aller s'asseoir. La tombe que vous voyez là sert d'autel à sacrifice pour tout le village. Quelqu'un dans le village de Thiébélé qui a des problèmes, la personne consulte les devins et viendra faire les sacrifices sur la tombe. Le palais est constitué de plusieurs formes de cases qui servent d'abri mais aussi de moyens de défense. Ces cases sont érigées selon une technique toute particulière. Chaque type de case renvoie à un statut social donné. Le premier type, qui a la forme du chiffre 8. Nous les appelons les cases en 8 ou les cases authentiques. Dans ces cases vivent les personnes âgées et les petits-enfants de 3 à 15 ans. Les seconds types de cases-là sont les cases rectangulaires, qui sont habitées par le jeune couple. Et le troisième type de case, c'est la case ronde, avec la toiture en paille, qui est habitée par le célibataire homme. Il n'y a pas de case pour la fille célibataire, elle reste dans les cases authentiques. Sur les murs, ces peintures gravées peuvent paraître fantaisistes aux yeux du profane. Pourtant, elles représentent une véritable bibliothèque à ciel ouvert sur les us et les coutumes Kassena. Sur ces murs-là, vous avez des symboles qui vous expliquent l'histoire et la vie des Kassena. Dans le temps où il n'y avait pas de cahiers, des bics pour écrire, c'était sur ces murs-là, les femmes ils écrivaient l'histoire des Kassena. Ce travail artistique est le rôle des femmes. Chez les Gouroussi et selon la tradition, les hommes construisent les maisons à l'autre moitié du ciel de les embellir. Aujourd'hui, les peintures murales traditionnelles emballent de moins en moins de jeunes. Un désintérêt qui pourrait freiner la courroie de transmission des savoirs intergénérationnels. Il y a certains des filles qui intéressent maintenant dans le temps où toute fille devait s'initier à ces pratiques-là. Un constat amer qui alarme les visiteurs avertis. Il faut préserver ce trésor pour permettre sa survie. J'ai été ici il y a 15 ans. Ça a beaucoup changé. J'espère que cette culture ne se perd pas. Il faut faire quelque chose. Quelqu'un doit prendre la responsabilité pour garder cette pièce d'art. Le palais abrite aussi d'autres merveilles comme ces greniers embellis qui permettent de conserver les récoltes. Pour contempler toute la beauté et toute la richesse de l'architecture Kassena, il faut monter sur le toit d'une de ces cases. Et à partir de là, vous avez une superbe vue sur tout le palais royal, mais aussi sur les cours voisines. Voilà, de Tsebele, nous mettons le cap sur Koudougou pour découvrir une autre œuvre réalisée plutôt avec des techniques architecturales modernes. Il s'agit de Splendide Hôtel Koudougou, une infrastructure de haut standing avec plus de 100 chambres et d'autres commodités. Il a été inauguré samedi dernier. Urbain Benito Sommet et Mariam Ouattara. Cette coupure de ruban marque officiellement l'inauguration du Splendide Hôtel de Koudougou. Et pour l'occasion, les filles et fils de la cité du Cavalier Rouge n'ont pas hésité à effectuer le déplacement. Cette infrastructure hôtelière d'une capacité d'accueil de 114 chambres dispose également de 3 bars, d'une salle de fitness, d'une salle de conférence et de bien d'autres commodités. C'est une vision de mon mari. Ce joyeux que nous-mêmes on a pu réaliser dans notre ville natale Koudougou, qui fait la fierté de la population de Koudougou et tout le Burkina Faso. Le Splendide Hôtel de Koudougou, érigé sur 32 hectares, aspire à un standing de 4 étoiles. Une demande que les autorités en charge du tourisme disent examiner avec beaucoup d'attention. Nos services techniques sont venus visiter les locaux, nous ont adressé un rapport. Les promoteurs de cet hôtel devraient s'attendre à une réponse favorable du ministère quant à l'expression du nombre d'étoiles qu'ils veulent. Et je pense qu'ils ont pu relever le défi de la construction, le défi de la qualité, parce que dès le début, il a toujours dit qu'il tenait à faire quelque chose pour la postérité. Et je pense que ce que nous voyons ici traduit vraiment son amour et sa passion pour l'hôtellerie et sa volonté de laisser quelque chose pour la postérité. L'occasion de cette cérémonie d'inauguration a été saisie par les promoteurs du Splendide Hôtel de Koudougou pour remettre 15 tonnes de vivres aux couches les plus démunies de la commune.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h le magazine des sports présenté par Jérôme Tsendrbego, puis le journal de 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci.